On laisse Saint-Léonard de Noblat derrière nous. Y reviendra-t-on jamais un jour? Qui sait? On voit bien que les Français aiment décorer leurs murets avec de la mousse. C'est tout à fait pittoresque. Il est 15 heures, c'est l'heure de la sieste. Et voilà, mes réserves d'eau sont faites pour le bivouac de cette nuit. C'est un monastère abandonné. Peut-être pas si abandonné que ça, en fait. La société me semble être clivée en deux groupes. D'un côté, il y a les conservateurs, et de l'autre côté, les progressistes. Les conservateurs se réunissent autour de l'idée que la société aurait été meilleure avant, qu'il y aurait eu une sorte d'Eldorado, d'idéal, et qu'il nous faudrait y retourner. Et cette croyance me paraît irrationnelle. Peut-être comme le sont toutes les croyances, si on les observe très attentivement. Cette idée que la société aurait été bien meilleure auparavant est-elle vraiment rationnelle, si on considère que c'est le monde d'hier qui a créé le monde d'aujourd'hui? Les événements ne s'enchaînent-ils pas à la manière de dominos qui tombent les uns sur les autres? Voilà une femme enceinte qui accouche d'un enfant. Elle le regarde, elle le tient dans ses bras, à bout de bras, et elle dit « Mon Dieu, comme il est laid celui-là. Et moi, je n'ai rien à voir avec lui. » Et puis, dans le ring de boxe opposé, vous avez les progressistes. Ceux qui considèrent que l'idéal, l'Eldorado, n'a pas encore été atteint, et qu'il doit l'être. Et que pour arriver à cette société idéale, il nous faut nous affranchir de bien des choses auxquelles sont attachés en réalité les conservateurs. Et donc plus les progressistes tirent d'un côté, plus les conservateurs tirent de l'autre, et les tensions entre les deux blocs s'accentuent. Et de ce conflit ne peut en réalité que naître plus de conflits. Et puis peut-être existe-t-il également un troisième groupe, pratiquement invisible, plus discret celui-là, qui considère au fond que la société est constituée d'autant d'individus qu'elle contient, et que ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas d'essayer d'agir sur les circonstances extérieures, mais d'agir sur l'individu lui-même. Que l'individu devrait se transformer, d'atteindre une sorte de soi idéal, et que la somme de tous ces soi idéal, permettrait de créer une société stable et calme. Il me semble que ces trois groupes reposent sur un seul et même mouvement, qui consiste à, justement, partir d'ici et maintenant et d'aller chercher un idéal ailleurs. La société était bien mieux avant, ou bien elle sera bien mieux demain, ou bien il y a cette espèce de progressisme spirituel, par opposition au progressisme matériel, je suppose,
qui dirait demain, je serai un moi idéal, je serai devenu meilleur. Il y a donc en fait ce désir, et même ce désir psychologique. En disant désir psychologique, ici je veux faire écho à ce que je disais dans une vidéo précédente, où j'opposais les émotions aux sentiments, et où je divisais les émotions en émotions et en émotions psychologiques, et en essayant de démontrer que les émotions ont leur place dans la vie de l'être humain, même si elles sont un pavé dans la mare, mais que les émotions psychologiques, en elles-mêmes, sont une aberration. Elles nous font souffrir pour rien, nous utilisons mal notre énergie vitale. Est-ce que ce mouvement qui consiste à fuir ici et maintenant, et aller chercher un idéal dans le passé, dans le futur, un idéal de société ou un idéal du soi, est-ce que ce désir psychologique ne vient pas main dans la main avec une répulsion? Une répulsion de la société telle qu'elle est ici et maintenant, et une répulsion peut-être de soi, tel qu'il est ici et maintenant. Je ne suis pas assez bien, la société n'est pas assez bien, et donc je dois faire des efforts pour que les choses changent. Mais ce que je poursuis alors, c'est un idéal qui a été inventé de toutes pièces par la pensée, et arriverons-nous jamais à forcer le réel dans cet idéal en lui-même? N'y aura-t-il pas toujours des gens qui refuseront de rejoindre la tribu des conservateurs ou la tribu des progressistes, qu'ils soient matériels ou spirituels? Et donc ces conflits qui existent entre ces groupes ne sont-ils pas sans fin? Et si la solution en réalité ne se trouvait pas dans le mouvement, dans le fait de fuir, d'aller dans le sens de cette répulsion du soi ou de la société, et de rechercher un idéal de soi ou de rechercher un idéal sociétal, mais d'agir avec ce qui est. Vous voyez, il y a ce rejet des choses telles qu'elles sont. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, disait que la médecine n'est pas une science, que c'est un art, parce qu'elle implique une relation avec son patient, de la même manière que le patient a une relation avec sa maladie. Au fond, quelle est notre relation avec nous-mêmes et avec la société? Quelle est la posture de la tête? Quelle est la posture du cœur? Et quelle est la posture du corps ici et maintenant? Et si la solution ne se trouvait pas dans l'enchaînement des pensées, dans l'enchaînement des émotions, et donc des actions qui en découlent et qui sont donc conditionnées, mais si la solution se trouvait en elle-même sur le non-mouvement, il y a une souffrance ici et maintenant. Et c'est clair, il y a cette clarté. Et cette clarté en soi est une forme de non-mouvement. Tout apparaît et disparaît, tout peut être mesuré par la pensée, tout est impermanent, mais cette clarté en elle-même ne change pas. Qu'il y ait du plaisir ou de la souffrance, qu'il y ait de la douleur ou du plaisir, la clarté ne change pas. Plutôt que d'agir à partir de notre conditionnement, qu'est-ce que ce serait que de le ramener dans la lumière de cette clarté? Un individu qui est empêtré dans une telle tribu, une tribu conservatrice, dirait « Les gens d'en face n'ont rien compris, à cause d'eux nous ne pouvons pas être heureux. » Et puis les gens de la tribu d'en face pensent pareil. Et tout le monde pense pareil en fait, chacun dans sa tribu. Est-ce que ce n'est pas juste un bruit qui est créé par la tête? C'est juste un bruit. À cause des autres, je ne peux pas être heureux. À cause des circonstances extérieures, je ne peux pas être heureux. Est-ce que ce n'est pas juste un bruit créé par la tête? Un bruit qui apparaît dans la clarté et qui disparaît dans la clarté sans affecter la clarté. Plutôt que de continuer l'enchaînement des pensées, pourquoi ne pas remarquer qu'il y a un silence entre ces bruits? Et puis il y a cette clarté qui perçoit les bruits et les silences, leur enchaînement. Il y a les émotions qui s'enchaînent également. Et
qu'est-ce que ce serait de ramener toutes ces émotions dans cette clarté? C'est difficile de parler de ce genre de choses, mais moi, il me semble qu'il y a quelque chose là qui se dénoue dans le corps même, qu'il y a quelque chose qui lâche petit à petit. Et il me semble que si nous restions avec les choses telles qu'elles sont, plutôt que d'essayer de les changer, que si nous restions à l'écoute de la vie telle qu'elle est, ici et maintenant, c'est-à-dire chez l'être humain perturbé, il me semble que cette perturbation s'apaise. Et que la somme de tous nos apaisements créerait un monde bien paisible. Conservateur ou progressiste, à un niveau matériel ou spirituel, ne me semble différent, en fait, qu'à un niveau superficiel. Tous, ils recherchent un idéal qui a été fabriqué par leur pensée, et ils suivent une détestation du présent, de la société ou du soi, qui est aussi un mouvement de leur pensée. En fait, puisque c'est la détestation qui vient d'abord, évidemment, d'abord nous rejetons le monde ou les choses telles qu'elles sont, et ensuite nous aspirons à un monde différent ou à un soi différent. Puisque notre rejet part de la pensée, est-ce que c'est vraiment rationnel d'imaginer que la pensée va parvenir à produire une solution? Est-ce que nous pouvons utiliser ce qui a créé le problème pour le résoudre? Mon bonheur à moi n'est pas permanent. Il y a des moments où je m'égare sur le chemin, et parfois il me faut du temps pour m'en rendre compte, et ça m'agace. Ça m'agace de rajouter des kilomètres sur une journée qui est parfois bien fatigante déjà physiquement. À ce moment-là, je suis agacé, mais si vous comprenez la souffrance, si vous pouvez la voir comme un verbe, une activité, une action qui prend place en vous, étape par étape, si vous pouviez la connaître à fond, aussi profondément que quelque chose pourrait être connu, si vous la voyez se mettre en place, pas à pas, pensée après pensée, si vous voyez l'écho que cette pensée a dans le corps, et comment cet écho, à son tour, génère plus de pensées, et comment tout ça tourbillonne et tournoie et macère, et comment des actions jaillissent de ça, si vous voyez tout ça, alors vous ne souffrez plus. Vous ne pouvez pas souffrir de ce que vous comprenez, tout comme vous ne pouvez pas haïr ce que vous comprenez. Vous ne pouvez pas haïr ce que vous comprenez. Il y a un monsieur que je n'apprécie pas beaucoup, il s'appelle Donald Trump. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il me semble que c'est une vipère qui siffle à l'oreille des gens ce qu'ils ont envie d'entendre, que c'est un démagogue, et probablement, peut-être croit-il la moitié des choses qu'il dit lui-même. Mais peut-être que vous appréciez ce personnage. Alors certainement, une vive émotion est apparue parce que je l'ai critiqué. Est-ce que vous pouvez voir la souffrance se mettre en place? Ou bien peut-être que vous pourrez trouver vous-même quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous n'aimez pas profondément, viscéralement. En français, il y a l'expression de voir défiler sa vie devant ses yeux. On entend parfois que quelqu'un qui aurait connu une expérience de mort imminente, même si cette expression est utilisée dans d'autres cas, aurait vu sa vie défiler devant ses yeux brusquement. Je pense que si d'un claquement de doigts, on pouvait voir défiler devant nos yeux toute la vie de quelqu'un que nous n'aimons pas, comme Donald Trump, depuis qu'il est tout petit, si l'on pouvait voir toutes les influences, toutes les expériences qu'il a vécues, comme ça en un flash, à chaque étape de sa vie, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, on en viendrait à comprendre exactement pourquoi il est comme ça. En fait, si même dans un flash, vous pouviez voir non pas toute la vie de Donald Trump, ou de Poutine, ou de Macron, ou peu importe, et aussi leurs parents. Pourquoi leurs parents ont-ils agi comme ça avec eux? Si vous pouviez voir toutes les influences, si vous pouviez voir tous les conditionnements, tous les formatages qui existent depuis, en fait, ce que l'être humain appelle le Big Bang. Si vous pouviez voir tout ça apparaître dans un flash, véritablement, vous arriveriez à la conclusion que, bon, compte tenu de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie,
je comprends pourquoi il dit ça. Je comprends pourquoi il agit comme ça. Je comprends pourquoi il fait ça. Même si je ne le justifie pas, je ne le souscris pas, je ne dis pas qu'il a raison de dire ce qu'il dit ou de faire ce qu'il fait, je peux comprendre. C'est évident. C'est évident que, compte tenu de tout ce qui lui est arrivé, il est cela, et étant cela, il agit selon son conditionnement. Et il n'y a pas de doute là-dedans. Vous ne pouvez pas haïr ce que vous comprenez. Si vous voyez tous les mécanismes de la souffrance apparaître en vous, étape par étape, en fait vous en êtes libre. Alors, mon expérience, c'est que mon bonheur n'est pas permanent. Il est impermanent. Parfois je suis agacé, par exemple, quand je perds mon chemin. Mais cet agacement qui est une souffrance, c'est un verbe, c'est une activité qui prend place à l'intérieur de moi. Et plutôt que de la combattre, je l'écoute. Et dans cette écoute, ça se dissout. Et plus l'écoute est authentique et profonde, et plus la distorsion, le désordre se résorbe facilement. En fait, qu'est-ce que c'est que l'amour, si ce n'est le temps et l'attention que nous donnons à quelque chose ou à quelqu'un? Est-ce que ce serait possible que de donner un temps et une attention inconditionnelle à tous ces nœuds que nous avons en nous, et puis de là, voir ce qui se passe? Et voilà, on est finalement arrivé et installé pour notre bivouac. Alors je me la joue forêt profonde, mais en fait si je me tourne un peu, vous verrez qu'il y a un champ juste à côté. Eh oui, j'aurais pu être journaliste.